Ce serait le plus grand affrontement de flotte de bataille de ligne de tir que le monde ait jamais vu. Elle resterait l'une des plus grandes actions de flotte que le monde verrait jamais, éclipsée seulement par quelques rares batailles menées plus tard pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est bien sûr la bataille du Jutland. La Première Guerre mondiale est dominée dans l'esprit populaire par le massacre sans fin des tranchées sur le front occidental. Mais il y avait beaucoup d'autres théâtres du conflit. Il y a eu de nombreux affrontements entre diverses colonies des puissances impliquées qui, à elles seules, seraient qualifiées de guerre à part entière, si ce n'était le fait qu'elles se déroulaient dans le contexte d'un conflit beaucoup plus vaste qui se produisait en même temps. Il y avait bien sûr la guerre quelque peu plus mobile à l'est entre les puissances centrales et la Russie, les brutaux conflits alpins à la frontière italienne, et le tourbillon absolument pas surprenant d'intérêts conflictuels et de changements de camp qui étaient les Balkans. Il y a eu bien sûr de nombreuses batailles avec l'Empire ottoman également, y compris Gallipoli et les campagnes du Levant, la lutte désespérée entre les marchands et les sous-marins dans l'Atlantique, et bien sûr les actions de diverses marines à travers les océans du monde pendant toute la durée de la guerre. Bien qu'il soit parfois négligé, le conflit naval n'était pas moins vital que la lutte dans les tranchées. Bien que l'industrie de guerre de l'Allemagne était formidable, elle et l'économie allemande dans son ensemble dépendaient du réseau commercial mondial pour des ressources clés qui n'étaient pas facilement remplaçables. Tout, des certains types de nourriture aux matériaux composants pour les explosifs et les métaux rares. Avec l'accès à ces fournitures, l'Allemagne serait considérablement plus forte. Sans eux, si une décision ne pouvait pas être prise sur Terre, l'Allemagne était en compte à rebours vers la famine économique et littérale. Alors que l'avènement des sous-marins et des champs de mines avait privé la Royal Navy de sa stratégie traditionnelle de blocus rapproché qui l'avait servi pendant près de 2 siècles, le blocus plus distant qu'elle maintenait maintenant en mer du Nord et dans la Manche était toujours une botte sur la gorge allemande qui pressait de plus en plus fort. Face à cela se dressait la flotte de haute mer. 2 décennies plus tôt, la marine allemande n'était guère plus qu'une force de défense côtière glorifiée, mais maintenant elle se tenait comme la 2e marine la plus puissante de la planète, ayant éclipsé la traditionnelle numéro 2. 2 et 3 marines pour le siècle passé, la France et la Russie, à un point où sur le papier, la ligne de bataille de la flotte de haute mer surpassait ces 2 flottes combinées. Pourtant, en 1916, même cette puissante force de 16 cuirassés modernes et 5 croiseurs de bataille se tenait dans l'ombre de la grande flotte de la Royal Navy. 28 cuirassés et 10 croiseurs de bataille étaient à pleine puissance. Ainsi, un défi direct était hors de question. Cependant, la stratégie navale britannique avait des faiblesses. Depuis des siècles, elle basait ses flottes domestiques dans la Manche et la Tamise, à proximité des ennemis européens et également capable de garder sa propre côte contre les incursions. Mais les technologies en rapide progression du début du XXe siècle avaient imposé un changement soudain. Les anciens ports étaient trop proches des menaces potentielles de sous-marins, de mines et d'incursions rapides de flottes ennemies. Les travaux étaient en cours pour convertir un vaste mouillage naturel à Scapa Flow, bien plus au nord, en base sécurisée. Au début de la guerre, ce travail était inachevé, forçant la flotte à se retirer temporairement en Irlande pour sa sécurité. Et même ici, le super cuirassé Her Majesty's Ship Audacious est tombé victime d'une mine allemande récemment posée et d'un mauvais contrôle des dommages. La Grand Fleet s'était finalement installée à Scapa Flow, mais l'ancienne dépendance de la marine comme bouclier du Royaume-Uni signifiait que les défenses côtières étaient généralement désespérément obsolètes et, dans de nombreux cas, pratiquement inexistantes. Cela donnait à la High Seas Fleet une opportunité. En utilisant les navires rapides du First Scouting Group, ils pouvaient se précipiter et atteindre la côte anglaise mal défendue beaucoup plus rapidement que toute sortie de Scapa Flow. Ils pouvaient alors bombarder les villes anglaises en toute impunité, sachant que la force de Harwich de croiseurs et de destroyers légers avait peu de chance, sinon soutenue, contre les croiseurs et les cuirassés du First Scouting Group. La seule formation britannique assez rapide et puissante pour les défier était la flotte de cuirassés. L'idée était donc de provoquer cette puissante formation pour qu'elle vienne seule vers le sud, moment auquel le First Scouting Group se replierait sur la High Seas Fleet qui attendrait plus au large. Les forces allemandes combinées anéantiraient alors la flotte de cuirassés,
ainsi que tout escadron de cuirassés qui aurait pu être envoyé pour la soutenir, laissant la flotte britannique sans un écran de flotte efficace et réduisant les chances de navire capital d'environ 1.8 à 1 à 1 plus gérable, 1.3 ou 1.4 à 1. Dans des circonstances idéales, les Britanniques chercheraient à assurer leur propre supériorité navale sur le premier groupe de reconnaissance en complétant la flotte de croiseurs de bataille avec un escadron de cuirassés, parce qu'ils en avaient en réserve. Cependant, la flotte allemande pourrait toujours dominer cette formation, et les chances seraient encore réduites à environ 1.15 à 1 si un escadron de bataille entier était détruit, ce qui était presque équivalent. Et avec ces chances, les Allemands étaient assez confiants qu'ils pourraient surmonter la Grand Fleet, surtout que l'autre partie du plan impliquait l'utilisation de sous-marins pour endommager ou détruire des navires lors de toute sortie britannique substantielle avant qu'ils n'atteignent la High Seas Fleet, ce qui pourrait même donner aux Allemands une supériorité numérique pour un engagement donné en supposant qu'ils aient réussi à prendre soin de la flotte de croiseurs de bataille et d'un escadron de bataille de soutien en premier. Dans une certaine mesure, cette stratégie a été efficace. Les raids ont forcé le déploiement de la flotte de croiseurs de bataille plus au sud vers les mouillages, plus confinés, dans le Firth of Forth, et à un moment donné la flotte de croiseurs de bataille a tenté d'intercepter le premier groupe de reconnaissance avec un seul escadron de bataille sous le vice-amiral Warrender à proximité. C'était le scénario parfait pour les Allemands, car toute la flotte de haute mer était en embuscade, mais les circonstances ont conspiré pour transformer cet engagement en une énorme occasion manquée et les navires britanniques vivraient pour se battre un autre jour. Mais cette stratégie devait avoir deux effets qui auraient d'énormes impacts dans l'affrontement majeur final des flottes. Dans l'ancrage confiné où la flotte de croiseurs de bataille se trouvait maintenant, pratique de tir à longue portée, n'était nulle part aussi facile qu'à Scapa Flow. En conséquence, l'accent a été plutôt mis sur la cadence de tir, la théorie étant que si vous tiriez assez d'obus assez rapidement, vous trouveriez la portée éventuelle par essai et erreur, après quoi une canonnade rapide espérait voir l'ennemi détruit. À cette fin, il fallait plus de munitions que les monte-charges à obus ne pouvaient fournir en une minute donnée, et bientôt les portes de protection contre les éclairs dans le système étaient enlevées ou laissées ouvertes pour accélérer le passage des obus et des charges, et encore plus d'explosifs étaient empilés dans les tourelles et les chambres de manutention juste en dessous afin de disposer d'un stock prêt de munitions pour un tir rapide, un ensemble de décisions qui finirait par avoir des conséquences fatales plus loin dans la ligne. D'autre part, lors de l'un des raids, le croiseur de bataille Seydlitz avait été touché à l'une de ses tourelles arrière, déclenchant une réaction en chaîne qui a vu une colonne vertigineuse de feu rugissant transformer la tourelle en un enfer et presque détruire le navire dans une explosion de magazine dévastatrice. Seules les actions rapides et dans certains cas dernières de l'équipage ont sauvé le navire de ce sort, et les leçons de bonne pratique de manutention des munitions ont été rapidement absorbées et diffusées dans le reste de la flotte de haute mer. Parmi ces efforts en cours, il faut noter qu'au début de 1916, le commandant actuel de la flotte de haute mer, l'amiral von Paul, est tombé malade et a été remplacé par l'amiral Reinhard Scheer. Alors que von Paul avait été prudent, en effet beaucoup dans la marine allemande disaient trop prudent, et il avait peut-être manqué un certain nombre d'opportunités avec la flotte de haute mer ne s'éloignant jamais plus de 120 à 130 miles d'un port sûr pendant son mandat, Scheer était fermement d'avis que ses navires et ses hommes étaient mieux construits et mieux dirigés que la Grand Fleet, et que la flotte de haute mer devrait chercher à affronter les Britanniques dès que possible, bien sûr dans des circonstances favorables. Il a résumé sa stratégie comme suit. Notre objectif doit être de nuire à la flotte anglaise par des raids offensifs contre les forces navales engagées dans la surveillance et le blocus de la baie allemande, ainsi que par la pose de mines sur la côte britannique en attaque sous-marine chaque fois que possible. Après avoir réalisé une égalité de force à la suite de ces opérations, et après avoir préparé et concentré toutes nos forces, une tentative devait être faite avec notre flotte pour chercher la bataille dans des circonstances défavorables à l'ennemi. Les circonstances en 1916 ont continué à évoluer à la fin d'avril après les protestations des États-Unis et d'autres, les sous-marins avaient reçu l'ordre de suivre les règles traditionnelles du prix au lieu de prendre des cibles d'opportunité à l'improviste. Cela a limité leur efficacité et donc Scheer a ordonné qu'un certain nombre d'entre eux soient retirés de la campagne anti-marchande et au lieu de cela redéployés contre la Royal Navy. De plus, les capacités de reconnaissance accordées par la flotte aérienne Zeppelin allemande seraient utilisées
pour trouver et signaler l'emplacement de la Grand Fleet, donnant à Scheer l'opportunité de placer parfaitement ses forces en embuscade. Cela entraînerait la réaction en cascade décrite précédemment, qui amènerait la Royal Navy à se battre selon les conditions de la High Seas Fleet. Les efforts précédents pour réduire le discours pacifique de la Royal Navy ayant échoué, on espérait que cette nouvelle combinaison de zeppelins, d'un nombre accru de sous-marins et d'une utilisation plus agressive de la High Seas Fleet permettrait une victoire dans une seule opération combinée qui était alors prévue pour le milieu de mai 1916, permettant les réparations du Sadlets mentionné précédemment. 10 sous-marins ont été déployés, 2 pour cibler la Grand Fleet et 8 pour torpiller la flotte de croiseurs de bataille à sa sortie, tandis que 10 autres ont été envoyés pour diverses missions de reconnaissance, de pose de mines et de protection des flancs. Malheureusement, les retards dans les réparations du Seydlitz ont signifié que l'opération a dû être déplacée à la fin du mois, mais cela a commencé à causer d'autres problèmes. Les sous-marins avaient une endurance limitée, et celle-ci commençait à s'épuiser avec un retard de 2 semaines. Le temps changeait également, avec l'arrivée de denses brouillards printaniers qui affectaient à la fois la capacité des sous-marins à voir à travers leurs périscopes, ainsi que la capacité des zeppelins à opérer en toute sécurité et ou à voir quoi que ce soit d'avantageux. La mer avait également abandonné toute prétention à un comportement normal, alternant entre un calme plat où le frémissement d'un périscope était facile à repérer et était pratiquement inconnu en mer du Nord, et une série de tempêtes furieuses plus typiques qui menaçaient parfois de projeter physiquement les sous-marins hors des profondeurs. En conséquence, l'activité des différents sous-marins a commencé à être remarquée, les patrouilles ont été intensifiées, et les sous-marins ont commencé à être chassés ou endommagés lors d'incidents opérationnels. Bien que les problèmes des sous-marins n'aient pas été immédiatement réalisés, puisqu'ils n'étaient bien sûr pas sur le point de commencer à signaler leur situation depuis la côte britannique, l'absence de reconnaissance aérienne des zeppelins a entraîné un changement de plan. Au lieu de raidir à nouveau la côte britannique, la flotte de haute mer se dirigerait plutôt vers la zone de la mer du Nord près de la péninsule du Jutland, ou Skagerrak, comme l'appelaient les Allemands et les autres habitants locaux. Ici, ils pourraient s'en prendre aux navires marchands britanniques et à leurs escortes, et leur position leur donnerait plus de préavis sur les mouvements britanniques, et du fait qu'ils soient plus proches de chez eux, leurs propres forces de dépistage légères, telles que les destroyers et les torpilleurs, seraient plus capables de mener une reconnaissance en avant de la flotte qu'ils ne le seraient s'ils opéraient vers l'extrémité de leur portée. Ainsi, le 30e jour de mai 1916, le signal a été envoyé pour commencer l'opération révisée le lendemain, le 31. Des signaux ont été envoyés à tous les sous-marins encore actifs pour être prêts, bien qu'ils ne devaient pas le savoir. Seuls 2 de ces navires recevraient réellement le signal. Cependant, il y avait un autre problème inconnu avec le plan. Les Britanniques. Plus précisément, le RUM-40 qui, depuis la récupération précoce de pratiquement tous les livres de code naval allemand pertinents, décodait joyeusement les transmissions radionavales allemandes et était donc en mesure d'informer la Royal Navy qu'une importante opération de la flotte allemande allait commencer. Bien que les détails exacts du plan allemand soient inconnus, l'amiral John Jellicoe, à bord du Her Majesty's Ship Iron Duke, n'était pas prêt à prendre de risques et a décidé de positionner la Grand Fleet juste au large de la côte norvégienne, avec la flotte de croiseurs de bataille en éclaireur, leur permettant de détecter et de contrer presque tous les mouvements significatifs que la flotte allemande pourrait faire. En raison des signaux interceptés le 30 mai leur indiquant que l'opération allemande commencerait le lendemain, la Grand Fleet a commencé à monter en pression et a quitté Scapa Flow vers 10h30 dans la nuit du 30 mai. Ironiquement, partant pour contrer une opération de la flotte allemande plusieurs heures avant que les Allemands eux-mêmes ne quittent le port pour mener ladite opération. Quelques semaines auparavant, la 3e escadron de croiseurs de bataille avait été envoyée à Scapa Flow pour un entraînement au tir bien nécessaire, et les modernes et rapides cuirassés de classe Queen Elizabeth qui composaient le 5e escadron de bataille avaient été envoyés au sud pour compléter les effectifs de la flotte de croiseurs de bataille. Ainsi, Jellicoe mènerait 16 cuirassés des 1er et 4e escadrons de bataille et 3 croiseurs de bataille de la 3e escadron de croiseurs de bataille en mer. 2h30 plus tard, dans l'obscurité du petit matin, le 2e escadron de bataille de 8 autres cuirassés s'est glissé en formation en mer avec le reste de la flotte. Alors que cette rencontre avait lieu, les 5 croiseurs de bataille de l'amiral Hipper du premier groupe de reconnaissance ne quittaient que les routes extérieures de Jade avec Hipper commandant depuis le tout nouveau croiseur de bataille Seiner Majesté Schiff L.E. Unchankatetsov
accompagné de son officier de pavillon, le lieutenant-commandant Eric Raeder. Après 1 heure et demie, la flotte de haute mer principale prenait le large. 16 cuirassés des 1er et 3e escadrons de bataille dirigés par l'amiral Scheer à bord du Seigneur Majestat Schiff Friedrich de Gross, rejoint 90 minutes plus tard par les 6 Dreadnoughts du 2e escadron de bataille. Cette dernière force n'était pas favorisée par Scheer, qui considérait leur vitesse lente et leur armement limité comme une sorte de responsabilité, mais il les avait inclus après que l'amiral Mauve, leur commandant, l'avait supplié de ne pas être laissés en dehors de la grande bataille anticipée, bien que dans le reste de la flotte, ils étaient reconnus comme le 5e Minutenschiff, ou navire de 5 minutes, parce que c'était à peu près aussi longtemps que quiconque les attendait pour durer dans une bataille entre dreadnoughts. Le dernier à partir était la flotte de croiseurs de bataille. Basés plus au sud, ils atteignaient leur position assignée beaucoup plus rapidement. 6 croiseurs de bataille des 1ers et 2e escadrons de croiseurs de bataille, menant 4 cuirassés du 5e escadron de bataille, dirigés par l'amiral Beatty à bord du Her Majesty's Ship Lion. Toutes les forces majeures naviguaient en colonne de front. Cela servait à maintenir les formations plus proches et permettait la transmission rapide des signaux, qui étaient encore largement exécutés par des drapeaux et nécessitaient donc la visualisation des communications du commandant ou au moins la visualisation d'un navire de relais. Une fois qu'ils étaient sûrs d'un combat imminent, les différentes flottes adoptaient la formation standard en colonne de ligne de bataille, mais c'était un arrangement plus encombrant. Il était donc vital que le déploiement soit effectué sur la base de renseignements précis afin que la ligne de navires de capitale intersecte l'ennemi sous un angle favorable. Le pire cauchemar de tout amiral était de voir sa colonne naviguer perpendiculairement à la ligne ennemie. Alors que cela aurait pu fonctionner pour Nelson plus d'un siècle plus tôt, à l'ère moderne de l'artillerie à longue portée et des obus explosifs, c'était une invitation à voir votre flotte détruite petit à petit, alors que la puissance de feu de chaque cuirassé ennemi sur le terrain serait concentrée sur un petit élément de votre propre flotte, dont les débris perturberaient ensuite la formation et l'artillerie du prochain escadron que vous alimenterez dans le broyeur. En raison du nombre de navires des deux côtés en réfection, en réparation ou en équipement, tous les navires de capitale que chaque flotte possédait techniquement sur papier n'étaient pas disponibles pour l'opération. Côté britannique, 4 cuirassés, Her Majesty's Ship Queen Elizabeth, Her Majesty's Ship Royal Sovereign, Her Majesty's Ship Emperor of India et Her Majesty's Ship Dreadnought n'étaient pas disponibles. Queen Elizabeth et Emperor of India étaient en cale sèche, Royal Sovereign venait tout juste d'être commissionné et était en cours de préparation, tandis que Dreadnought avait été envoyé au sud pour aider à garder l'estuaire de la Tamise, avec le 3e escadron de bataille qui était composé de pré-Dreadnoughts. De plus, le croiseur de bataille Her Majesty's Australian Ship Australia était en cale sèche pour réparation après avoir heurté le Her Majesty's Ship New Zealand. Côté allemand, le Seiner Majestat Schiff Königalbert était en cale sèche pour des réparations de sa centrale électrique, et le Seiner Majestat Schiff Bayern, seul navire de la flotte de haute mer alors armé de canons de 15 pouces, était encore en préparation, comme le Royal Sovereign. Cela a laissé une force totale des deux côtés comme suit. Cuirassé Dreadnought, 28 Britanniques, 16 Allemands. Pré-Dreadnoughts, aucun Britannique, 6 Allemands. Croiseurs de bataille, 9 Britanniques, 5 Allemands. Croiseurs blindés, 8 Britanniques, aucun Allemand. Croiseurs légers, 26 Britanniques, 11 Allemands. Destroyers, 79 Britanniques et 61 Allemands. Et porte-avions, 2 Britanniques et aucun Allemand. Ces deux derniers étaient les porte-avions Her Majesty's Ship Engadine et Campania, assignés respectivement à la flotte de croiseurs de bataille et à la Grande Flotte. Mais pour les avions et porte-avions, faisons appel à l'expert. À la bataille du Jutland, la Grande Flotte britannique comptait 2 porte-avions, le Her Majesty's Ship Campania et le Her Majesty's Ship Engadine. Avant de jeter un œil à ces deux-là, il convient de mentionner comment l'utilisation des porte-avions diffère de celle des porte-avions ordinaires qui les suivraient, auxquels nous sommes habitués aujourd'hui. Contrairement aux porte-avions d'après la Première Guerre mondiale, les porte-avions ne lançaient pas leurs avions depuis le pont, mais devaient les soulever du pont jusqu'à la mer, où l'avion décollerait ensuite par lui-même. C'était pareil pour les atterrissages, mais dans le sens inverse. Depuis la première utilisation au combat lors du siège de Tsingtao par les Japonais, les porte-avions et l'utilisation de l'aviation ont commencé à être pris au sérieux dans la guerre navale, mais la valeur pratique était encore limitée.
Dans les mers agitées, par exemple, il était impossible de déployer un avion sans qu'il ne coule ou ne se fracasse contre la coque du navire. Le Her Majesty's Ship Campania, peut-être le plus moderne des porte-avions britanniques, n'a pas navigué vers Jutland. Lorsque la flotte a quitté son mouillage, le Campania n'a pas, très probablement en raison d'une panne de communication, quitté Scapa Flow comme prévu. Une fois cette erreur réalisée, elle a bien sûr immédiatement pris la mer avant de recevoir l'ordre de faire demi-tour, car il était jugé trop risqué de partir seul, sa vitesse limitée ne lui permettant de toute façon pas de rattraper le reste de la flotte. La bataille du Jutland se déroulerait donc sans le meilleur porte-hydravion britannique. Étaient également absents des forces britanniques les 35 destroyers et les croiseurs légers de soutien de la force de Harwich sous le commandement de l'amiral Tyrwhitt, stationné beaucoup plus au sud pour défendre la Manche, ainsi que l'escadron de bataille, mais dans des ports différents. Ils étaient disponibles pour flanquer les lignes allemandes si l'amirauté donnait les ordres pertinents. Alors que les premières lueurs du soleil commençaient à percer l'obscurité du petit matin, les premières actions de ce qui allait devenir la bataille du Jutland étaient sur le point de commencer. Le sous-marin U-32 aperçoit les croiseurs Her Majesty's Ship Galacia et Phaeton protégeant des éléments de la flotte de croiseurs de bataille, avançant à 18 nœuds. Il tire une seule torpille, qui manque sa cible, mais le périscope se coince en position levée, révélant sa position. Un croiseur tourne pour éviter l'arme entrante, tandis que l'autre tourne pour éperonner le sous-marin, le forçant à plonger en catastrophe. Une demi-heure après, le commandant du sous-marin remonte et aperçoit une partie du 2e escadron de croiseurs de bataille naviguant vers le sud-est. Il signale ses observations. Le U-66 était l'un des navires qui avait été forcé de quitter sa position par des patrouilles britanniques plus tôt. Maintenant, alors qu'il avance à travers les brumes, ils sont surpris lorsque le croiseur blindé Duke of Edinburgh surgit de la brume, suivi d'un croiseur léger et de 8 cuirassés, forçant une autre plongée en catastrophe. Le sous-marin U-Boat, quelque peu déconcerté, parvient néanmoins à se mettre en position de tir, mais est alors presque écrasé par un destroyer accompagnant les navires de ligne et doit plonger à nouveau, et lorsqu'il est en mesure de remonter à la profondeur du périscope vers 0635, il signale que la formation se dirige vers le nord. Crucialement, cette information précoce donne à la flotte de haute mer une image trompeuse qui joue en faveur de ce qu'ils espéraient, car il semble que la flotte de croiseurs de bataille se dirige vers eux tandis que la grande flotte s'éloigne d'eux, exactement ce que Scheer espérait. En réalité, les deux éléments de la flotte effectuaient simplement un parcours en zigzag pour éviter les sous-marins U-Boat, et dans les deux cas, les sous-marins avaient simplement trouvé les navires sur une jambe ou l'autre de leur parcours respectif en zigzag. Alors que cela permettait à la grande flotte de prendre la mer sans subir de dommages dus à une embuscade de sous-marins, à la maison, les premières d'une série d'erreurs de renseignement par signal étaient commises. On savait que l'amiral Scheer utilisait l'indicatif DK, et donc un officier a demandé au département du renseignement par signal de la salle 40 de lui dire où se trouvait DK. La réponse a été Wilhelmshaven, et donc on a dit à Jellicoe que la flotte de haute mer était au port, et donc ce ne serait que le premier groupe de reconnaissance à gérer. La salle 40 savait que Scheer utiliserait un indicatif différent lorsqu'il quittait le port, et s'ils avaient été interrogés sur l'endroit où se trouvait Scheer, ils auraient pu dire à l'officier que Scheer était en mer. Mais cette question n'a pas été posée, et l'officier quelque peu impopulaire et arrogant a posé une question hors contexte pour l'indicatif DK, et il a donc reçu une réponse pratiquement inutile, bien que techniquement correcte. Le premier groupe de reconnaissance franchit les derniers champs de mines défensifs et se dirige vers le nord-ouest, la flotte de haute mer à un peu plus de 2 heures de navigation derrière eux. Les deux formations étaient en ligne devant pour cette partie du passage, avec des croiseurs de reconnaissance arqués devant eux. Les Zeppelins se préparent à se déployer, mais le brouillard et les nuages bas vont considérablement limiter leur capacité à voir quoi que ce soit. Rien de plus notable ne se passe pour le reste de la matinée et le début de l'après-midi, alors que les différentes forces se dirigent vers leurs zones cibles initiales. L'amiral Scheer a à ce stade reçu au moins 3 rapports distincts citant de petites unités de croiseurs et de cuirassés à différents endroits et sur différents parcours. Il a conclu « Ces rapports n'éclairent pas sur l'objectif de l'ennemi, mais les forces variées des divisions séparées de la flotte et les parcours divergents ne semblent pas suggérer une action combinée d'une avance sur la morsure allemande
ou un lien avec notre entreprise, mais montrent une possibilité que notre espoir de rencontrer des divisions ennemies séparées est susceptible d'être réalisé. Nous étions donc d'autant plus déterminés à respecter notre plan. La flotte de croiseurs de bataille navigue vers l'est. Le premier groupe de reconnaissance et la flotte de haute mer vont vers le nord, tandis que la grande flotte va globalement vers le sud-est. Avec leur cap actuel, la flotte de croiseurs de bataille traverserait l'arrière du premier groupe de reconnaissance et le nord de la flotte de haute mer, se piégeant entre les deux formations allemandes d'une manière qui dépasserait les rêves les plus fous de Scheer et Ypert. Cependant, la flotte de croiseurs de bataille avait reçu l'ordre de se diriger vers le nord pour rencontrer la grande flotte une fois qu'ils atteindraient une ligne à 260 miles à l'est de la côte britannique, et alors qu'ils atteignent maintenant cette marque, ils s'éloignent du piège inconnu devant eux. Le vapeur danois NG Fjord naviguait joyeusement depuis la majeure partie de la journée, mais s'est récemment arrêté pour évacuer l'excès de vapeur. Des éléments de l'écran de BT repèrent une colonne de vapeur et se déplacent pour enquêter. Pendant ce temps, les destroyers de Fur East du premier groupe de reconnaissance repèrent aussi la vue inhabituelle et se déplacent pour l'examiner de plus près. Les navires britanniques repèrent l'arrivée des Allemands et signalent que des navires ennemis ont été repérés au sud-est de leur position. Le Her Majesty's Ship Galacia et le Her Majesty's Ship Phaeton ouvrent le feu sur les torpilleurs allemands qui se replient vers une formation de croiseurs légers allemands qui viennent les soutenir. Beatty ordonne à la flotte de croiseurs de bataille de se diriger vers le sud-est pour couper la formation allemande qu'il sait être là. Jellicoe réfléchirait plus tard qu'il y avait alors une excellente opportunité de concentrer ses forces. L'ennemi fonçait vers notre flotte de bataille, rendant négligeable la perte de 2 ou 3 miles par les croiseurs de bataille, mais l'opportunité n'a pas été saisie. Au lieu de cela, présageant ce qui allait arriver, ses premiers ordres ne sont pas reçus par le 5e escadron de bataille, qui a été laissé dériver trop loin pour voir ses drapeaux, et le Her Majesty's Ship Tiger, à l'arrière de l'escadron BT, qui avait reçu l'ordre de retransmettre tous les ordres de drapeau par signal lumineux, avait été emmené à une position encore plus éloignée du 5e escadron de bataille que le Lion lui-même par le changement de cap. De plus, la flotte de croiseurs de bataille était encore dispersée en escadrons individuels. Ce signal manqué a laissé le 5e escadron de bataille traînant 10 miles derrière le Lion, réduisant les avantages numériques de la flotte de croiseurs de bataille de 2 à 1 à 6 à 5, dont l'un est le relativement nouveau et non testé Her Majesty's Ship Tiger et les deux autres sont des croiseurs de bataille de classe Indefatigable plus anciens dont la vitesse et la protection sont nettement inférieures à presque tous les autres navires de guerre présents. Pire encore, le poids maximum de bordée des navires restants dans les environs de Beatty est maintenant de 58 400 livres, en baisse par rapport à un total combiné de 120 416 livres, une réduction de juste plus de 50%. Cette réduction du poids de bordée signifie que l'avantage contre la bordée allemande de 34 268 livres est passé d'un écrasant 3,5 à 1 à 1, 1,7 à 1 quelque peu moins imposant, et même cela est optimiste, car l'Indefatigable et la Nouvelle-Zélande ont peu de chances de gérer des salves de 8 canons, sauf dans les meilleures conditions, alors que les croiseurs de bataille allemands armés de 11 pouces sont généralement mieux disposés pour le tir transversal. De l'amiral Evan Thomas, en charge de la 5e escadre de bataille, déclarera plus tard « La seule façon dont je pourrais expliquer qu'aucun signal ne m'ait été reçu était que le vice-amiral allait signaler un autre cap à la 5e escadre de bataille, peut-être pour mettre les croiseurs ennemis du lac entre nous. » Quoi qu'il en soit, si le projecteur voulait qu'on tourne, il l'aurait fait immédiatement. Ce n'est que lorsque le Tiger a demandé au Lion par radio si le signal pour tourner devait être fait au Barham que le vice-amiral a semblé réaliser la situation. Les postes de combat étaient maintenant annoncés par bugle à travers les navires de la flotte de croiseurs de bataille et les dernières préparations étaient en cours pour l'action. À bord du Barham, le capitaine des Marines en charge de la tourelle X se rend compte qu'il a laissé un certain nombre de bidons remplis d'essence dans l'un des petits bateaux du navire et se précipite pour les jeter par-dessus bord. À bord du Warspite,
Le premier officier, le commandant Woolwyn, arrive à son poste de combat dans la tourelle B pour se rendre compte qu'il s'apprête à entrer en action dans une tourelle de canon de 15 pouces sans aucune protection auditive. Heureusement, un aspirant serviable a beaucoup de coton dans une poche et lui en prête. À bord du Her Majesty's Ship New Zealand, le capitaine John Green, également connu sous le nom de Jimmy, ordonne solennellement que la jupe de guerrier maori et le pendentif vert soient amenés sur le pont où il les met, permettant ainsi la protection surnaturelle que ces objets confèrent à son navire. Le premier tir est allé aux Britanniques, mais le premier coup est allé aux Allemands, alors que le Seiner Majesté Schiff Elbing du deuxième groupe de reconnaissance touche la Galatia à presque la portée maximale de ses canons. Le Her Majesty's Ship Engadine lance un porte-avions pour la reconnaissance, le premier lancement de porte-avions dans l'histoire directe des combats navals. Discutons de ce qui s'est passé à ce moment-là. En revanche, le Her Majesty's Ship Engadine a navigué avec la force de croiseurs de bataille commandée par le vice-amiral Beatty. Plus petite mais plus rapide que la Campania, elle avait récemment été modifiée pour protéger ses avions avec un hangar approprié. L'Engadine transportait 4 avions, 2 bombardiers de reconnaissance Short 184 et 2 éclaireurs Sopwith Baby supplémentaires. C'est alors ce navire qui ajouterait une dimension aérienne à la bataille. Lorsque la flotte allemande a été repérée le 31 mai, le vice-amiral Beatty a informé l'Engadine d'envoyer un éclaireur pour mieux observer la force allemande. Le capitaine de l'Engadine ne l'a pas fait sans protester, car les vagues et la brume rendaient le lancement plutôt difficile et la récupération de l'avion plus tard incertaine. Rien ne pouvait arrêter Beatty cependant, alors Agadin s'est arrêté, a treuillé un court 184 sur le côté et a souhaité bonne chance au pilote et à son équipier. Frédéric Rutland, commandant de vol, et Georges Trevin, observateur, ont décollé peu après 15 heures à bord du cours. Les éléments de la grande flotte commencent à capter un trafic sans fil croissant grâce à l'habitude allemande de diffuser tout à puissance maximale. Jellicoe ordonne à la grande flotte de se préparer à l'action. Les tasses et les mugs sont rangés, et un jeune prince Albert, le futur roi George VI, prend sa place à bord du Her Majesty's Ship Collingwood. Bien que le processus soit initialement ralenti par le son de quartiers généraux au lieu de postes de combat, tout le monde comprend assez vite et les drapeaux commencent à flotter. Pour aider à repérer et identifier les cibles dans le Merc, les navires ont tendance à hisser plus d'un pavillon de combat, et bientôt des dizaines de drapeaux, des petits fanions aux énormes drapeaux de bataille qui pourraient pas servir de voile à un plus petit navire, flottent sur chaque navire à des kilomètres à la ronde. Un aspirant sur le Her Majesty's Ship Neptune. Note, plusieurs navires hissés, au lieu du traditionnel pavillon blanc unique, 3 ou 4 pavillons de différentes parties du gréement. En environ 10 minutes, l'air semblait être épais de pavillons blancs, grands et petits, en soie et en guirlandes, hissés partout où des drisses pouvaient être trouvées. Sur un côté, le Her Majesty's Ship Blanche, un croiseur agissant indépendamment de tout escadron spécifique, a également ajouté 4 Union Jacks, un de chacune de ces 4 cheminées. Répartis dans toute la flotte, un certain nombre d'officiers n'étaient pas particulièrement bien connus à ce moment-là, mais dirigeraient plus tard des éléments de la Royal Navy lors de la prochaine guerre mondiale. Percy Noble, Charles Ramsay, John Tovey, Philip Vian, Dudley Pound et un certain nombre d'autres sont tous présents, soit en commandant divers destroyers et cuirassés, soit en tant que grade inférieur à bord des mêmes navires. À bord du Her Majesty's Ship Marlborough, le lieutenant Boyer-Smith, en charge de la tourelle Eek, note « Le premier indice que nous avons eu que quelque chose pourrait se matérialiser cette fois-ci était un message indiquant qu'une escadre de croiseurs légers ennemis avait été aperçue à une quarantaine de miles devant nous. Un sourire s'est glissé parmi l'équipage des canons lorsque j'ai transmis cette information, et un sourire mêlant sympathie et satisfaction sinistre, car une escadre de croiseurs légers se heurtant à la Grand Fleet ne resterait probablement pas longtemps à flot. La densité du brouillard et les conditions de lumière actuelles donnent aux Allemands l'avantage en matière de repérage pour le moment, et à une distance d'environ 15 miles, le premier groupe de reconnaissance repère les éléments de tête de la flotte de croiseurs de bataille qui se dirigent vers eux. Avançant courageusement à travers les nuages bas et la brume, l'avion d'Engadin est sur le point d'entrer en contact.
Volant à basse altitude à cause des conditions météorologiques, Rutland repère après une demi-heure une flotte de navires de guerre allemands naviguant vers le nord-ouest. Il a fidèlement transmis sa découverte à Agadim par radio. Plus problématique, il avait lui-même été repéré, et les canons AA allemands ont ouvert le feu. Avec peu d'expérience de tir sur des avions du côté allemand, Rutland était relativement peu en danger, la plupart des obus manquant leur cible, mais certains se sont rapprochés, tandis que Rutland faisait de son mieux pour sortir autant que possible du cours qu'elle donnerait. Ce qui n'était pas grand-chose, sachant que la vitesse maximale était bien en dessous de 100 mph, Treven a informé Egading sur la ligne allemande. Le capitaine se trouvait dans un dilemme, soit rompre le silence radio, prévenir BT, mais aussi donner aux Allemands une chance de localiser la flotte britannique en suivant les relèvements du signal, soit essayer d'envoyer un message à l'ancienne via une lampe de signalisation. Finalement, les ordres permanents ont été suivis et la lampe a été utilisée. Pour que les signaux lumineux soient manqués par le navire amiral. Pendant ce temps, l'avion de Rutland est tombé en panne de carburant à cause d'une conduite endommagée. En la posant dans la mer quelque part entre les Allemands et la ligne de bataille britannique qui approchait, Rutland était hors de combat. Alors que des signaux radio étaient envoyés à Egaden dans l'espoir d'être récupérés, Rutland a essayé d'attirer l'attention d'un croiseur britannique passant par l'utilisation astucieuse d'un sémaphore, expliquant sa propre situation et les emplacements des Allemands. La ruse a échoué, mais Egadin a réussi à se concentrer sur le petit avion, récupérant Rutland, maintenant Rutland de Jutland, son membre d'équipage et l'avion. C'était la première fois dans l'histoire qu'un avion avait été utilisé pour localiser et signaler l'emplacement d'une flotte ennemie, bien que cette contribution ait été quelque peu inférieure à une idéale navire-aviation, n'a joué aucun rôle supplémentaire dans la bataille. Cependant, la flotte de croiseurs de bataille repère maintenant directement le premier groupe de reconnaissance et les deux côtés ont maintenant leurs canons entraînés et regardent les calculs de portée diminuer vers une distance de tir pratique. Les navires de BT, essayant toujours de se trier en une ligne de bataille à partir de leurs deux escadrons indépendants et manquant complètement le 5e escadron de bataille, entrent maintenant dans la portée des lourds canons de 13,5 pouces qui équipent Lion, Princess, Royal, Queen Mary et Tiger, mais en raison d'une série d'erreurs, y compris une surestimation catastrophique de la portée à bord du Lion, la flotte de croiseurs de bataille n'ouvre pas le feu. Les minutes passent plutôt tranquillement, et presque un quart d'heure où les navires britanniques auraient pu pilonner les forces de Hyper sans réponse passe complètement sans incident. Conscient de son devoir, Hyper ordonne au premier groupe de reconnaissance de se diriger vers le sud-est en direction de la flotte de haute mer qui se trouve à environ 2 heures de navigation derrière eux, mais à moins d'1 heure si les deux éléments de la flotte allemande se dirigent l'un vers l'autre à pleine vitesse. Les navires britanniques sont encore en train de faire les derniers ajustements de cap lorsque la portée diminue suffisamment pour que les navires allemands ouvrent le feu, et les canons de Hyper envoient la première salve de gros calibre de la bataille à portée de tir. Ainsi commence la course vers le sud, avec le Lützow, Derfflinger, Seydlitz, Moltke et von der Tann alignés contre le Lion, Queen Mary, Princess Royal, Tiger, Indefatigable et New Zealand. Hyper a noté le fait que les croiseurs de bataille anglais, probablement à cause de mauvaises conditions de lumière, ou peut-être parce qu'ils ont formé leur ligne de bataille trop tard, ont retardé l'ouverture du feu, nous permettant de retenir notre feu jusqu'à ce que l'ennemi soit à portée de tir efficace. La possibilité d'obtenir une supériorité d'artillerie rapide est principalement attribuable à ce retard dans l'ouverture du feu qui a contraint l'ennemi à rester plus longtemps à portée de tir efficace. Les Britanniques sont surpris croyant que leurs canons de plus longue portée sont encore hors de portée, et donc pour les premières salves, chaque navire, sauf la Princesse Royale, envoie leurs obus bien au-delà de leur cible, pensant qu'ils sont encore à portée extrême. Seule la Princesse Royale et le Lion sont sur une trajectoire stable, ce qui entrave encore plus le tir des autres croiseurs de bataille, car leur propre cap change constamment et les premiers équipements de contrôle de tir ne sont pas vraiment conçus pour gérer cela. L'éclairage et la visibilité en raison de la fumée des canons sont également contre les Britanniques. Mais cela est éclipsé par des problèmes beaucoup plus importants. Les ordres permanents demandent à chaque navire britannique de s'engager avec son homologue, à l'exception du navire amiral Lion, qui ajoutera son feu à celui dirigé contre le navire amiral allemand LA 14 Mais, grâce à une deuxième erreur majeure dans la signalisation, Lion et Princess Royal s'engagent avec Lützow, mais Queen Mary s'engage avec Seydlitz au lieu de Derfflinger.
Tiger engage alors la cible néo-zélandaise, le Sener Majesté Chief Moltke, pendant qu'un fatigable affronte Van der Tann. Cela laisse le Deerflinger perplexe, non engagé et capable de tirer avec une artillerie en condition d'entraînement qu'il concentre d'abord sur Lyon. À bord du Deerflinger, l'officier en chef de l'artillerie, le capitaine de corvette Georg von Haas, se souvient « Ce qui m'a étonné, c'est que jusqu'à présent, nous n'avions apparemment pas été touchés une seule fois. Seuls nos tirs se sont vraiment vidés près de nous. J'ai observé de plus près les tourelles de notre cible, et j'ai constaté que le navire ne nous tirait pas dessus. Elle aussi tirait sur notre navire amiral. J'ai observé le navire ennemi un moment. Par erreur, nous étions mis à l'écart. J'ai ri d'un air sombre, puis j'ai commencé à engager notre ennemi avec un calme total, comme lors d'un exercice de tir, et avec une précision sans cesse croissante. Avec l'avantage d'un cap stable, une meilleure idée de la portée réelle et une visibilité supérieure, les canons allemands ont de loin le dessus dans cette partie de l'engagement. Malgré les attaques simultanées de deux navires, le Her Majesty's Ship Tiger est touché à plusieurs reprises par la Moltke. Beatty envoie une série de signaux à la Grand Fleet, disant qu'il a vu des croiseurs de bataille ennemis, qu'ils se dirigeaient vers le sud-est en direction de leur base, et enfin qu'il les engageait. Il manquait notablement à tout cela des informations de position. Un obus de 12 pouces du lot Karzau s'écrase sur la tourelle Q du milieu du Her Majesty's Ship Lion. Un membre de l'équipage décrit ainsi l'impact. Aucune autre confirmation n'était nécessaire. Le toit blindé de la tourelle Q avait été replié comme une boîte de sardines ouverte. Une épaisse fumée jaune s'élevait en nuage du trou béant, et les canons étaient dressés maladroitement en l'air. Tout cela s'est passé à quelques mètres de l'endroit où Beatty se tenait, et aucun d'entre nous sur le pont n'a entendu la détonation. La puissance destructrice était énorme, mais étrangement dans le maelstrom des batailles, elle est passée complètement inaperçue sur le pont. Le Her Majesty's Ship Niketa, un destroyer de la 13e flottille, est coincé avec ses camarades entre les lignes de bataille opposées. Le torpilleur de tête Thorn a noté que le bruit était assourdissant, et étant entre les deux flottes, nous avons rapidement ressenti les lourds obus passer inconfortablement près au-dessus de nos têtes, en voyant même certains se retourner encore et encore. M'attendant à chaque instant à être touché et réduit en miettes, je me suis perché sur l'ancien tube de torpille, ayant une vision très sombre des événements. La fumée des destroyers perturbe quelque peu l'artillerie des deux côtés. Les Allemands concluent que le positionnement des navires légers britanniques est délibéré. Le temps est quelque peu en faveur des Allemands, tant en termes d'éclairage général qu'en forme de brise générale d'ouest en est, qui souffle la fumée des canons et des cheminées dans la vue des télémètres britanniques depuis leurs propres navires, tout en dégageant également la fumée des canons et des cheminées allemandes des télémètres du premier groupe de reconnaissance. Le Her Majesty's Ship Indéfatigable reçoit 2, peut-être 3, coups à l'arrière du même tir, gracieuseté du Sener Majesté Schiff Van der Tann. Elle se décale de la ligne alors que sa tourelle arrière brûle et quelques instants plus tard, le magasin explose, bien qu'il ne soit pas tout à fait clair si le coup fatal a été directement porté à la tourelle ou directement à travers l'armure de 4 pouces et dans le magasin. Qu'il s'agisse d'une explosion progressive ou largement évacuée par des trous dans le navire, l'Indefatigable ne meurt pas immédiatement, mais coule lentement par l'arrière, la coque du navire étant complètement séparée de la tourelle X vers l'arrière. Cependant, une autre salve hurle et 2 coups sont enregistrés à l'avant. L'un d'eux déclenche une réaction en chaîne qui voit le magasin avant exploser instantanément dans une explosion colossale qui envoie d'énormes morceaux du navire tourbillonner dans toutes les directions, ainsi qu'éliminant instantanément tous, sauf 3 membres d'équipage de ceux qui restent après la première détonation qu'elle avait navigué en action avec 1019 hommes à bord des survivants. Le signaleur en chef Falmer raconte qu'un message est arrivé disant que les drapeaux étaient emmêlés autour du mât. Un garçon doit monter, alors j'ai enlevé mes bottes de mer, grimpé en haut du port, monté l'échelle de Jacob jusqu'au tout sommet, j'ai déplié le drapeau et je me suis assis sur la cour de la radio en regardant autour de moi. Je pouvais voir toute la flotte allemande et je n'ai compté qu'environ 40 navires. Nous étions 6, et je suppose que nous avions été en action environ 1h30 environ quand un obus ou quelque chose a frappé les magazines
Il y a eu une explosion terrible. Les canons se sont envolés dans les airs comme des allumettes. Des canons de 12 pouces, c'était, et elle a commencé à s'installer en une demi-minute environ. Elle était partie. J'ai été jeté, je suppose. Eh bien, j'étais à environ 180 pieds de haut, vous comprenez? Et j'ai été jeté bien loin du navire, sinon j'aurais été aspiré dessous. Falmer trouverait plus tard le marin capable Elliot et le capitaine gravement blessé du navire, Charles Saubery, vivant dans l'eau. Mais Saubery est mort de ses blessures avant qu'un destroyer allemand ne les trouve par hasard. Le reste de la ligne britannique semble perdre sa formation, alors que les rapports de traces de torpilles amènent les navires à entreprendre des actions d'évitement qui perturbent encore plus les calculs des ordinateurs de contrôle de tir et nécessitent leur réinitialisation avec de nouvelles données. Bien plus au nord, apprenant l'action qui se déroule, Jellicoe ordonne à la 3e escadre de croiseurs de bataille d'augmenter à pleine vitesse et de se diriger vers le sud pour aider Beatty. L'amiral Hood, à bord du Her Majesty's Ship Invincible, accompagné du Her Majesty's Ship Inflexible et du Her Majesty's Ship Indomitable, les plus anciens croiseurs de bataille de la flotte, et en effet du monde, se précipitent maintenant vers le sud pour essayer d'aider pendant que la Grand Fleet accélère à 20 nœuds. À bord du Her Majesty's Ship Lion, l'équipage de la tourelle survivante et certains des autres marins à proximité nettoyaient une partie des débris et des incendies qui se trouvaient dans et autour de la tourelle Q lorsqu'un obus et une charge dans le bloc de culasse de l'un des canons tombent et les charges de cordite non brûlées s'enflamment, soufflant beaucoup de leurs pieds avec la boule de feu qui descend les cages de chargement et entre dans la salle de manutention, faisant une ligne droite pour le magazine. Mais même alors que la boule de feu se précipite à la fois vers le ciel et vers le bas, le major Francis Harvey, gravement blessé Royal Marines, rampe vers un tuyau de voie malgré la perte de ses 2 jambes et ordonne que les magazines soient verrouillés et inondés. C'est son dernier acte sur cette terre. Son corps sera retrouvé plus tard à côté du tuyau de voie, mais il sauve le navire et les plus de 1300 hommes qui sont encore à bord. Pour cette action, il recevra à titre posthume la Croix de Victoria. À bord du Her Majesty's Ship Warspite, le commandant Woolwyn garde un œil attentif quand quelque chose émerge de l'obscurité. A aperçu 4 colonnes de fumée dans la brume et a donné l'ordre de charger. A ouvert le feu sur ce qui semblait être 4 croiseurs légers. Ne pouvait pas bien voir depuis le poste d'observation de la tourelle B. L'explosion de la tourelle A m'a semblé pire que d'habitude. Le 2e croiseur léger fut soudain enveloppé d'une épaisse fumée et de flammes. Virer à tribord et engager les croiseurs de bataille sur l'étrave de bâbord. Pouvait à peine voir quoi que ce soit pour se poser. Repérage très mauvais. Le gardien de l'heure de vol était de première classe et pouvait presque toujours identifier les éclaboussures là où elles tombaient. J'ai vu plusieurs salves éclabousser juste devant nous. J'ai tenté d'apercevoir le prochain Valiant en avance, mais je n'ai pu voir que son sillage du coin de l'œil à travers la fente. Les croiseurs légers se transforment rapidement en le reste du premier groupe de reconnaissance, et le pendule commence à osciller alors que d'énormes colonnes d'eau éclatent à proximité des croiseurs de bataille allemands. Les navires de course du 5e escadron de bataille ont rattrapé leur retard sans annonce préalable des 2 côtés. Contrairement aux tirs dispersés des croiseurs de bataille, les artilleurs formés à SCAPA à bord du Valiant, du Warspite, du Malaya et du Barham ont en fait le problème inverse. Les équipages allemands observent une chute de tir avec des groupements si serrés que les salves atterrissent à moins d'une longueur de navire sans que aucun obus ne touche. Ironiquement, un écart légèrement plus large, plus conforme aux normes de l'artillerie normale, aurait probablement marqué des coups presque dès la première salve. Cependant, dans la minute suivant l'ouverture du feu, un obus de 38 points 1 cm du Her Majesty's Ship Barham frappe le Seiner Majestätsschiff Von der Tann, touchant l'armure de ceinture sous la ligne de flottaison. Bien que l'obus explose avant de pénétrer, la force pure de l'impact et de la détonation fait plier la plaque d'acier épaisse de près de 10 pouces, rompt la coque et laisse entrer 600 tonnes d'eau. L'onde de choc désactive également le système de direction et le croiseur de bataille allemand sort de la ligne vers le port. Seul un travail frénétique sous le pont permet de rétablir la direction à temps pour empêcher le Von der Tann de faire demi-tour directement sous le feu de tout le 5e escadron de bataille. Un membre d'équipage à bord du Von der Tann se souvient que, au cours des prochaines minutes, comme un diapason, 5 ou 6 fois l'extrémité du navire a oscillé d'avant en arrière et la flexion du navire a endommagé l'antenne radio entre les mâts.
Au cours des prochaines minutes, le reste des Queen Elizabeths entre dans la portée et commence à ouvrir le feu. L'amiral Scheer a enregistré. Cela a rendu la situation critique pour nos croiseurs. Le nouvel ennemi a tiré avec une rapidité et une précision extraordinaires, avec une plus grande facilité en ce qui concerne cette dernière, car il a rencontré presque aucune opposition, car nos croiseurs de bataille étaient pleinement engagés avec les navires de l'amiral Beatty. Le Her Majesty's Ship Queen Mary est le meilleur de tous les croiseurs de bataille britanniques, avec une série de salves régulières, rapides et précises visant le Seiner Majestat Schiff Seydlitz, et elle a déjà marqué 3 coups, détruisant la tourelle arrière de Seydlitz, déclenchant un certain nombre de petits incendies et mettant hors service une partie de la batterie secondaire, recevant 2 coups en retour sans grand effet immédiat. Cependant, avec le Lion perdu de vue après le pilonnage infligé par le Lützow, le Dirflinger avait changé de cible, et lui et le Seydlitz tirent maintenant sur le Queen Mary. 3 obus du chien de fer et 2 de Sadlets frappent presque simultanément, et presque immédiatement après, les magasins avant détonnent, faisant exploser le navire en 2 sous le pont. Ce qui reste de la section médiane et arrière commence à se renverser et à couler pratiquement immédiatement, avec d'autres explosions retentissant à l'intérieur de la coque. Le Her Majesty's Ship Tiger, qui suit, est contraint de prendre des mesures d'évitement d'urgence pour éviter l'épave, qui emporte avec elle 1266 hommes et laisse moins d'une douzaine en lutte dans l'eau. Le commandant von Hasse, le premier officier d'artillerie à bord du Derflinger, décrit ce qu'il voit ainsi. Une flamme rouge vif a jailli de sa partie avant, puis il y a eu une explosion à l'avant, suivie d'une explosion beaucoup plus lourde au milieu du navire. Immédiatement après, elle a explosé avec une explosion terrifiante, les mâts s'effondrant vers l'intérieur et la fumée cachant tout. 2 des survivants ont donné un compte rendu plus détaillé. La première explosion a secoué le navire, et ceux dans la tourelle X ont noté que les jauges hydrauliques qui surveillaient les mécanismes d'entraînement de la tourelle ont soudainement chuté. Une autre explosion a projeté 2 hommes sous l'un des canons, qui est ensuite tombé de ses montures et les a écrasés, même si la force de l'explosion a fait plier le sol vers le haut. Décidant que leur tourelle était finie, l'équipage restant a ouvert les écoutilles pour aider à manœuvrer la batterie secondaire de 4 pouces, seulement pour découvrir que les canons de 4 pouces à l'arrière étaient transformés en éclats d'obus et que tout le navire gîtait gravement sur bâbord. Réalisant cela, le lieutenant Hewitt, responsable de la tourelle, est retourné à l'intérieur pour dire aux hommes dans les différentes salles d'évacuer. Des hommes sont tombés sur le pont et dans l'eau. Le maître d'équipage Francis a grimpé sur le rail de tribord, a rampé par-dessus le bord et est descendu dans l'eau le long de la coque. Le dernier à sortir de la tourelle était l'aspirant Owen, qui pouvait maintenant se tenir sur l'arrière de la tourelle, notant la poupe rougeoyante avec des plaques de coque manquantes et des poutres de cadre incandescentes. La proue a ensuite éclaté dans une énorme explosion, secouant le navire et le projetant à la mer. Malgré avoir ouvert une distance raisonnable entre lui et le navire, le maître d'équipage Francis s'est retrouvé aspiré en arrière et en dessous lorsque le navire a coulé, réussissant à se battre pour revenir à la surface avec l'aide d'un hamac qu'il a rencontré qui montait, ce qui, avec un peu de bois, a réussi à le maintenir à flot jusqu'à ce qu'un destroyer le trouve finalement. L'aspirant Owen reprenait ses esprits dans l'eau, ce qui lui a donné une perspective inhabituelle de la ligne de flottaison, alors que le 5e escadron de bataille passait à toute vapeur dans un ordre parfait, tirant continuellement. Les obus de l'ennemi tombaient bien en deçà de l'escadron, mais l'un d'eux a dû exploser dans l'eau près de moi, me faisant perdre connaissance. Je n'ai plus aucun souvenir de ce qui s'est passé jusqu'à ce que je me retrouve sur le pont avant ou le laurier. Le brouillard de guerre entourant ces événements est évident dans le compte rendu de l'amiral Scheer écrit juste après la guerre. Nous pensions que la destruction était le résultat d'une réaction de terreur, ou était causée par une torpille des croiseurs de bataille, ou par une torpille de la flottille de torpilleurs neufs, ne peut jamais être certain pour certains, mais était probablement due à une action d'artillerie qui a causé une explosion de munitions ou d'huile à bord du navire ennemi. Il y avait également une confusion considérable dans la flotte allemande quant à savoir si la 5e escadre de bataille était composée de 4 ou 5 navires, Scheer donnant même l'opinion en 1919 qu'il devait y avoir 5, sur la base du nombre de rapports qu'il avait reçus en bataille à cet effet. Une autre salve allemande touche soit le Her Majesty's Ship Princess Royal, soit tombe très près,
et le navire disparaît au milieu de l'éclaboussure, de la fumée et des fragments. Un membre d'équipage du Her Majesty's Ship Lion signale que le navire a aussi explosé. Ce rapport pousse Beatty à faire remarquer à son capitaine de pavillon, Chatfield, que quelque chose ne semble pas aller avec nos navires aujourd'hui. Ironiquement, la princesse royale est en fait bien vivante, émergeant de la fumée et des embruns quelques instants plus tard. Le dernier acte du major Harvey s'avère à nouveau providentiel, alors que la chaleur et les braises de l'incendie dans ce qu'il reste de la tourelle Q du Lion allument plusieurs autres charges stockées dans la chambre de travail, l'éclair se précipitant dans le navire, mais ne trouvant que des portes scellées et de l'eau de mer, sauvant ainsi le navire du même sort que sa demi-sœur Queen Mary, dont des fragments tombent encore du ciel. Les navires de tête de la flotte de haute mer aperçoivent la fumée de la cheminée et du canon de l'action du croiseur de bataille, et peu de temps après, la deuxième escadre de croiseurs légers, qui fait écran devant la force de Beatty, repère la flotte de haute mer, esquivant frénétiquement pour éviter le torrent de tirs de gros calibre envoyés dans leur direction dans un effort pour déterminer exactement ce qu'ils ont repéré et signaler la force de l'ennemi. À bord du Southampton, la rencontre est ainsi rappelée. Nous avons vu devant nous d'abord de la fumée, puis des mâts, puis des navires 16 cuirassés, avec des destroyers autour d'eux sur chaque proue. Nous avons attendu quelques minutes pour être sûrs, avant de confirmer le message. Puis mon commandant, efficace et calme, a dit « Si vous allez faire ce signal, vous feriez mieux de le faire maintenant, monsieur. Vous ne pourrez peut-être jamais le refaire. » Le croiseur a fait demi-tour, signalant les 16 cuirassés et 6 pré-cuirassés se dirigeant vers la flotte de croiseurs de bataille. La ligne de bataille, composée du Seiner Majesté Schiff König, Großer Kurfürst, Kronprinz, Margraf, Kaiser, Prinzregent, Lietpold, Kaiserin, Friedrich der Große, Ostfriesland, Thüringen, Helgoland, Oldenburg, Posen, Rheinland, Nassau, Westfalen, Deutschland, Hessen, Pomerne, Hannover schließen et Schleswig-Holstein. Dans la Grand Fleet et la High Seas Fleet, le navire amiral est positionné plus vers le centre de la formation. L'amiral Scheer explique pourquoi c'est le cas. Lorsqu'il s'agit de diriger plusieurs escadrons, il n'est pas conseillé de prendre position à la tête de la ligne ennemie, car il n'est pas possible de là de surveiller la direction dans laquelle le combat se développe. Être lié à une telle opposition pourrait amener le commandant en chef à se retrouver à l'arrière plutôt qu'à la tête de la ligne assemblée. Pendant toute la durée des combats, j'avais une vue dégagée sur toute la ligne et j'étais capable de signaler avec une grande rapidité dans les deux directions. Comme la ligne de combat des navires de guerre était de plus de 10 km de long, je n'aurais pas pu surveiller toute ma ligne depuis l'aile. Suite au malentendu précédemment mentionné à terre avec la salle 40, c'est la première nouvelle que la marine royale en mer a que la flotte de haute mer est en mer. 15 minutes après avoir repéré la première fumée de cheminée, Jellicoe reçoit le suivant de Southampton. Priorité urgente, cap des flottes de bataille ennemies nord en ligne simple en avant. Composition de la vanne-classe Kaiser, cap à l'écart du centre-est. Des destroyers sur les deux ailes et devant. Les croiseurs de bataille ennemis rejoignent la flotte principale par le nord. Ma position, latitude 0,56 degrés, 29 minutes nord. Longitude 6 degrés 14 minutes est... Torpedoman Thorn à bord du Her Majesty's Ship, Nikita enregistre. Nous avons aperçu à l'avance les destroyers allemands attaquant nos croiseurs de bataille. Le commandant Bingham du Nestor nous a menés droit sur les destroyers ennemis qui se sont écartés lors de notre charge. Les formations étaient si disloquées que leur attaque sur nos croiseurs de bataille ne s'est jamais concrétisée. Certains ont fait demi-tour pour nous poursuivre, mais notre vitesse nous a mis en tête. Nomad a été stoppé net après qu'un gros obus ait touché son moteur. Nestor et Nakata ont chacun tiré 2 torpilles de 21 pouces. Avant de voir si elles ont touché, nous avions fait demi-tour pour rejoindre les croiseurs de bataille à une dizaine de miles. Pratiquement tous les destroyers disponibles dans les écrans des deux forces de croiseurs de bataille sont maintenant engagés dans une bataille effrénée entre les deux lignes de tir des navires de guerre avec des torpilles en grand nombre dans l'eau suite à de multiples lancements. Les croiseurs de bataille des deux côtés se détachent des armes entrantes, les évitant toutes à l'exception de Sadlets, qui recevra une torpille du Her Majesty's Ship Petard à 1657.
Bien que le navire réussisse à ne pas ralentir suite au coup, il prend toujours de l'eau. C'est une journée relativement bonne pour le Petard, qui touche également le V-29, le coulant. D'autres destroyers réussissent à paralyser le V-27, qui est abandonné et coulé par les siens. L'engagement global des forces légères se termine donc en faveur des Britanniques, mais le Her Majesty's Ship Nestor et le Her Majesty's Ship Nomad sont laissés immobilisés, bien qu'encore à flot. Cependant, cet état de choses ne durera pas, car la flotte de haute mer se dirige vers la position et finira bientôt par éliminer les deux petits navires. Au plus profond des entrailles de Seydlitz, des actes héroïques souvent oubliés sont en cours. Les chauffeurs et les Kolchamers méritent les plus grands éloges, car ils devaient manier leur savale principalement dans l'obscurité, souvent jusqu'aux genoux dans l'eau, sans savoir d'où elle venait et combien elle monterait. Malheureusement, nous avions du très mauvais charbon qui formait tellement de scories que les feux devaient être nettoyés après la moitié du temps habituel, et les grilles brûlaient et tombaient dans les morceaux de cendres. Les pièces de rechange devaient être modifiées en pleine bataille, car même les poutres soutenant les grilles étaient courbées par la chaleur. Ailleurs sur le navire, le timonier de Seydlitz, précédemment rétrogradé pour ivresse habituelle, dirige le navire du mieux qu'il peut. Il finira par être à ce poste pendant 24 heures d'affilée sans relâche, devenant le seul non-officier de la flotte de haute mer à recevoir la croix de fer de première classe pour ses efforts dans la bataille, à la fois maintenant et plus tard, en tant que véritable sauveur du navire. À une distance d'environ 12 miles, BT repère les cuirassés allemands qui arrivent et ordonne un virage complet de 180 degrés en direction de la Grande Fleet. Même à pleine puissance, la flotte de croiseurs de bataille n'est pas capable d'engager une telle force, et encore moins après la perte de l'Indefatigable et de la Queen Mary. Malheureusement, de plus mauvais signaux signifient que le 5e escadron de bataille, naviguant toujours dur vers le sud, ne voit aucun signal et passe à toute vitesse devant les croiseurs de bataille perplexes et directement vers 5 fois leur nombre de cuirassés ennemis. Comme le note le commandant Woolwyn à bord du Warspite, il a soudain vu nos croiseurs de bataille venir dans le sens opposé et s'est senti plutôt anxieux de savoir ce qui se passait. À ce stade des combats, le premier groupe de reconnaissance a infligé environ 42 coups à la flotte de croiseurs de bataille du 5e escadron de bataille, la flotte de croiseurs de bataille n'ayant marqué que 11 coups en retour. Le 5e escadron de bataille, malgré leur arrivée tardive et leur courte période d'engagement, a déjà réussi 6 coups sur le premier groupe de reconnaissance et prévoit d'en ajouter beaucoup plus. Plus au nord, Jellicoe a reçu le signal du 2e escadron de croiseurs légers ainsi que l'avis de BT sur son changement de cap. Il signale à toute la grande flotte qu'une action de flotte est imminente et ordonne à la flotte de se mettre en position de combat. Mais il fait face à une décision majeure. La flotte est toujours en colonne, bonne pour la croisière, terrible pour le combat. Il peut leur ordonner de former une ligne de bataille en tournant à bâbord ou à tribord, mais un choix le conduira à croiser le T de l'ennemi, une position parfaite. L'autre choix, au mieux, aboutira à un engagement passager. Au pire, laissera ses navires les plus à l'arrière exposés à la majorité de l'artillerie de la flotte de haute mer. Tout dépend si les Allemands poursuivent Beatty sur son quart bâbord ou tribord, ainsi que de la position, de la direction et de la vitesse de Beatty lui-même. Bien sûr, Beatty ne dit rien à Jellicoe à ce sujet, laissant son supérieur faire une supposition éclairée. À portée maximale, les unités de tête de la flotte de haute mer engagent la flotte de croiseurs de bataille. Aggravant une situation déjà mauvaise, alors que les Queen Elizabeth passent en tonnerre, Beatty leur ordonne de tourner en succession, ce qui signifie que le navire de tête tournera, puis chaque autre navire suivra le même cap comme s'ils étaient tous sur une voie ferrée, ce qui signifie qu'avec chaque navire qui effectue le virage, la flotte de haute mer sera de plus en plus proche de cette position de virage, laissant les navires successifs de plus en plus vulnérables, se déplaçant lentement et de flanc face aux canons ennemis massés. Un ordre bien meilleur serait de tourner ensemble, chaque navire tournant simultanément, retournant effectivement la ligne en un quart du temps. Et par-dessus tout cela, les ordres signalés par drapeau ne sont censés être exécutés qu'une fois que le signal est reconnu et que le signal original est descendu, le signal pour exécuter. Perplexe, l'officier de pavillon Seymour observe la fierté de la grande flotte foncer tête baissée dans toute la marine allemande
mais laisse les signaux en place, refusant donc techniquement de leur donner la permission de faire même le virage en succession moins qu'adéquat. Plus au nord, mais se rapprochant et satisfait que ses navires se préparent, Jellicoe informe l'amirauté à Londres que la bataille est sur le point de commencer, tout en se torturant toujours sur la direction dans laquelle il devrait tourner sa flotte. Alors que le 5e escadron de bataille entre dans la portée de la flotte de haute mer, l'amiral Evan Thomas, qui jusqu'à présent a fidèlement suivi les ordres de Beatty, ou leur absence, en a finalement assez. Il peut clairement voir le danger alors que les navires de tête de la flotte de haute mer ouvrent le feu de toutes leurs armes. Il donne donc ses propres ordres à son escadron, s'attendant à devoir effectuer des changements de cap soudains et à suivre son exemple, avant d'ordonner un virage serré et de faire pivoter le Barham. Le Valiant et le Warspite se déplacent pour suivre, reproduisant le virage dans l'ordre de succession, tandis que le Her Majesty's Ship Malaya, en queue de peloton, voit le danger imminent et se prépare à tourner dès que possible sans heurter le Warspite. Les 4 navires en difficulté ripostent aussi bien qu'ils reçoivent, déchaînant des bordées de 15 pouces sur les navires de Scheer, même lorsque des obus de tous les calibres que possèdent les Allemands se déversent dans la mer autour d'eux, tandis que d'autres commenceront inévitablement à trouver leur cible. Fait intéressant, l'amiral Scheer croit que cette manœuvre est un stratagème délibéré des Britanniques pour couvrir le retrait de la flotte de croiseurs de bataille. Après avoir passé presque 1 heure à naviguer vers le sud, l'amiral Hood, à bord du Her Majesty's Ship Invincible, envoie un signal à Beatty demandant la position, le cap, la vitesse et la direction afin que le 3e escadron de croiseurs de bataille puisse prêter assistance. Il ne reçoit aucune réponse et doit continuer uniquement sur la base de suppositions et du bruit roulant des tirs d'artillerie venant de quelque part plus au sud. Beatty, maintenant privé à nouveau du 5e escadron de bataille à cause de ses propres actions, se retrouve avec 4 croiseurs de bataille dans divers états opérationnels, de la Lion presque paralysée à la Nouvelle-Zélande remarquablement intacte, faisant face aux 5 navires de Ypres. Il ordonne donc d'ouvrir le feu pour éviter d'autres pertes à son commandement, même si le feu s'abat de chaque canon fonctionnel sur les navires de Ypres, battant encore plus Lion et Tiger. Mais cela n'aide en rien le 5e escadron de bataille, car Warspite et Malaya se retrouvent à combattre toute la flotte de haute mer en solo. Barham et Valiant sont maintenant sous l'assaut des croiseurs de bataille de Ypres. Pour ajouter à l'amusement, Warspite est également visé par Ypres, ainsi que par Scheer, lui donnant le douteux honneur d'avoir probablement été au moins une cible passagère pour chaque navire capital allemand ayant jamais été à sa portée pendant la bataille. 13 coups sont répartis sur 3 des navires du 5e escadron de bataille. Valiant sort indemne. Barham et Warspite sont à ce stade touchés par le premier groupe de reconnaissance, tandis que Malaya subit 7 coups des canons lourds de la flotte de haute mer, déclenchant un incendie dangereux dans ses passages de casemate de tribord, mettant hors de combat toute la batterie et causant de lourdes pertes. Mais, malgré les probabilités, le 5e escadron de bataille rend mieux qu'il ne reçoit, infligeant 13 coups en retour aux croiseurs de bataille du premier groupe de reconnaissance et 5 autres aux cuirassés de la flotte de haute mer, les 4 navires engageant un total de 9 cibles ennemies distinctes entre eux à ce moment. Le lieutenant Brind est en charge de la tourelle B de Malaya. L'ennemi a continué à nous tirer dessus rapidement pendant et après le virage, mais n'a pas vraiment réussi à nous approcher avant 5h15, lorsque leurs salves ont commencé à arriver de manière dense et rapide. Depuis ma position dans la tourelle, je pouvais les voir tomber juste en dessous et juste au-dessus plusieurs fois, et une grande colonne d'eau noire tomber sur le dessus de la tourelle. J'essayais de distinguer notre cible, mais je m'attendais à tout moment à recevoir un vilain coup, et si l'un de ces obus qui tombaient tout autour de nous devait nous toucher au bon endroit, notre vitesse serait tristement réduite, et nous n'aurions pas beaucoup de chance. Les salves arrivaient au rythme de 6 à 9 par minute. À 5h20, j'ai vu une grande colonne d'eau s'élever entre mes canons et j'ai senti la tourelle trembler fortement. Touché sous la ligne de flottaison près de la tourelle, le choc violent me fit craindre que notre efficacité au combat soit gravement affectée. Un obus avait percé la tourelle et le choc de l'impact avait gravement endommagé nos dispositifs de chargement. Je suis allé dans la maison de la tourelle pour vérifier que tout allait bien en dessous. On m'a rapporté qu'ils avaient été un peu secoués,
mais que tout semblait en ordre. Malheureusement, lorsque la cage principale est arrivée dans la chambre de travail, il s'est avéré impossible de retirer l'obus, créant un véritable blocage. Je suis descendu en vitesse et on a dû bosser dur pour le sortir de là. Après ce qui semblait une éternité, mais qui n'a pas pu être très long, nous avons réussi à remettre la cage en état de marche. Pendant ce temps, la méthode secondaire chargeait le bon canon. Malgré 5 tours chargés ainsi, la tourelle n'a jamais manqué l'occasion de tirer. Tout le monde était très joyeux et enthousiaste. Ils n'avaient pas l'idée que nous devrions être plus mal lotis que l'ennemi, mais voulaient savoir combien de navires allemands restaient à flot et nécessitèrent d'être achevés. Jusqu'à environ 17h40, le feu ennemi est resté très intense et est tombé tout autour de nous. La visibilité s'était constamment détériorée et nous avions très rarement pu voir autre chose que les éclats des canons allemands. Entre-temps, nous avons été touchés à plusieurs reprises, causant une forte gîte à tribord, dont je ne pouvais évaluer l'ampleur. Warspite était encore plus malmené, le commandant Woolwyn notant, très peu de temps après le virage, on pouvait voir les navires de tête de la flotte de haute mer, à peine discernables, mais j'en ai compté 6 ou 8. De longues flammes orange ondulaient. J'ai réalisé qu'ils nous tiraient dessus. J'ai ressenti de fortes secousses, mais je n'y ai pas beaucoup pensé. D'une tourelle a projeté de l'eau dans mes yeux et c'était très inconfortable dans la capuche. J'ai ensuite reçu un message du capitaine pour quitter la tourelle et aller à l'arrière immédiatement, car nous avions été gravement touchés. J'ai appelé Coates et lui ai dit de prendre les commandes, que tout allait bien et que nous étions en contrôle primaire. J'ai réfléchi un instant, sortir par le pont supérieur ou descendre par la salle des obus. J'ai décidé que je devrais passer par-dessus. À ce moment-là, le midshipman Grenfell a ouvert la porte et m'a salué, ce qui m'a décidé et j'ai sauté dehors en disant à Walken de descendre par le tronc de l'autre côté et de me retrouver sur le pont des messes. Sorti de la tourelle dans une sorte de panique et couru. Une tourelle a tiré lorsque j'étais à mi-hauteur sur son flanc, mais j'étais du côté abrité. J'ai couru à l'arrière, descendu l'échelle de la superstructure de bâbord et grimpé par-dessus le deuxième cutter, car la porte était verrouillée. Un obus s'est passé par la cheminée arrière et a éclaboussé partout. J'ai relevé mon col et j'ai couru à toute vitesse jusqu'au pont de la batterie. Les marins dans le compartiment étaient tous indemnes, mais ils avaient la porte à moitié ouverte, heureusement pour moi. Je leur ai dit de la fermer immédiatement. Tout est calme en bas. J'ai longé l'arrière du côté port de Mestec, descendu par la porte de la salle des esprits. Rien vu dans les vestibules. La brigade d'incendie numéro 6 a tout signalé. D'accord. Je suis allé pour ça encore une fois. J'ai croisé Walken, souriant partout, et j'ai informé le capitaine que tout était sous contrôle en bas. Et rien ne semblait anormal, autant que je pouvais voir. En fait, nous avions été percés sur le côté par un coup direct sous la ligne de flottaison qui avait inondé le compartiment du moteur du cabestan. Mais de cela, je ne pouvais rien voir. J'ai traversé le hall de Cook vers bâbord, et en allant vers le pont du Gaillard d'avant, un obus de 12 pouces est entré par tribord et a éclaté dans une terrible gerbe de flammes. Une poussière impénétrable, de la fumée et une puanteur semblaient tomber de partout simultanément. J'ai appelé la 2e brigade de pompiers et plusieurs sont rapidement sortis. Nous avons éteint le feu facilement, mais l'endroit était enfumé et plusieurs hommes étaient malades. Une terrible puanteur est revenue du côté bâbord et peu après, les marins ont découvert de l'eau s'infiltrant par la porte de l'amiral. On m'a informé que l'arrière du navire était gravement endommagé, avec 30 cm d'eau à l'intérieur. L'un des ingénieurs à bord du Her Majesty's Ship Falmouth, faisant partie de la 3e escadre de croiseurs légers et à son tour partie de la force de protection de la flotte de croiseurs de bataille, a sorti sa tête d'un hublot pour voir la flotte allemande à la poursuite et a enregistré que j'ai commencé à être un peu anxieux à propos des moteurs, car je savais que si nous tombions en panne, nous aurions très rapidement été au centre de la flotte de haute mer, où nous aurions été dans une position similaire à celle du proverbial lapin en coton poursuivi à travers les enfers par un terrier d'amiante. En compagnie de la 3e escadre de croiseurs de bataille, la 1re escadre de croiseurs de l'amiral de l'arrière Arbuthnot, composée de croiseurs blindés plus anciens formant l'écran de tête pour la grande flotte, entre maintenant dans l'arène de combat. Le Her Majesty's Ship Black Prince, un navire de l'écran avant de bêter, aperçoit la 3e escadre de croiseurs légers en se dirigeant vers eux. Cette observation visuelle est la première information concrète que la grande flotte a reçue sur la position et la direction de la flotte de croiseurs de bataille. Avec la brume qui joue contre lui et une vague de croiseurs légers et de destroyers britanniques qui se dirigent vers lui, Hipper interrompt l'action. J'ai dû travailler malgré le soleil aveuglant à l'ouest et les tirs d'artillerie ennemis dévastateurs. Le soleil était bas et l'horizon était brumeux, et j'ai dû tirer directement vers le soleil.
Je n'ai absolument rien vu de l'ennemi, qui était derrière un nuage de fumée dense. Les officiers d'artillerie ne trouvaient aucune cible, bien que nous en étions une superbe nous-mêmes. Il ne restait plus qu'à sortir les navires de la bataille pendant un moment. Cela donnerait également au premier groupe de reconnaissance un peu de temps pour réparer les dégâts infligés par la 5e escadre de bataille, ainsi que pour remettre en état de marche quelques canons hors service. Avec cette pause dans les combats, nous laisserons la bataille de Jutland ici pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie, où nous verrons ce qui se passe lorsque le premier groupe de reconnaissance reprend l'action, puis lorsque la flotte de haute mer et la grande flotte se rencontrent dans le choc des Titans.